Bon, ce matin, nous voilà partis en bord de Loire, du côté de Decize, pour ceux qui connaissent, dans la Nièvre. Je vous emmène au niveau de la retenue d'eau du barrage de Decize, à essayer de faire quelques photos sympathiques du lever du jour. Ils avaient annoncé un petit peu de brume ce matin. Bon, elle n'est pas trop au rendez-vous, on va essayer de voir ce qu'on peut faire. Ça a l'air d'être sympathique, je vous montre. La théorie c'est bien, il faut savoir, il faut connaître. Mais là ce matin je vous propose de chausser les baskets ou alors les pantoufles, de prendre du café pour vous. Parce que là ce matin en ce qui me concerne ça caille un peu. Mais c'est pas grave, on va aller faire des photos et je vous explique comment faire 2-3 petites photos sympas. Allez c'est parti, on y va, suivez-moi. Et comme je dis toujours quand j'ai des élèves, la photo, il faut bouger. C'est pas parce qu'on a un zoom, c'est pas parce qu'on a un pied qu'il faut pas essayer de trouver un bon angle de vue. Une bonne composition, chose que des fois je n'arrive pas à faire moi-même, mais faut y essayer. Encore une fois, comme je dis toujours, on a des jambes, c'est pour s'en servir, on a un cerveau, c'est pour le faire fonctionner. On essaie de trouver ce qui est mieux et ce qui rendra le plus joli possible sur la photo. Allez, nous avons trouvé potentiellement notre premier spot ce matin. Eh ben, on va se mettre en place. Alors ce matin avec moi j'ai apporté un trépied. Alors trépied digne de ce nom, hein. Quand je dis digne de ce nom, c'est quelque chose d'assez robuste, pas trop en plastique. Il faut quelque chose qui bouge pas quand on fait des poses plus ou moins importantes. Et j'ai apporté la boîte à mystère. Hop. Tac. Alors j'ai apporté le 200-600 parce que je pense qu'on peut peut-être trouver des petites bestioles sympathiques à shooter dans la brume. J'ai apporté le 90 macro si des fois, et dessous j'ai apporté ce dont nous allons avoir besoin tout de suite, le 14-24 de Sigma pour monture E de Sony. J'ai donc apporté mon A7R3 et mon A9 pour faire un petit peu d'animalier si on en trouve. Allez, je monte le matériel et je vous reprends après. Bon, et bien voilà, je suis en place. Je me suis mis à un endroit, comme je vous ai dit, que je trouve sympathique, avec un léger voile de brume sur le Loire ce matin. C'est pas ce qu'ils avaient annoncé, mais bon, on va s'en contenter. Je fais parallèle avec ma vidéo sur le triangle d'exposition et la plage dynamique. Donc là, vous voyez, je suis à 1/13e de seconde, f8, sans ISO, ce qui me donne une échelle d'exposition de -0,3 IL. Comme je vous ai expliqué sur mes vidéos de la plage dynamique, j'aime bien avoir mes paysages sous-exposés. Ça donne des couleurs un peu plus saturées. Donc on va essayer d'attendre un petit peu que les couleurs montent, si elles veulent monter, parce que là ce matin pour l'instant c'est pas top, mais j'ai peur que ce soit fade ce matin. Profitons-en d'attendre un petit peu que les couleurs montent pour revenir un peu sur le cours du triangle d'exposition. Nous allons faire un petit exemple. Donc là j'ai mon échelle 0 comme on peut le voir ici, donc je suis à l'exposition dite idéale. Je vous rappelle que sur le triangle d'exposition 0 égale 1 ou 1 égale 0, donc là ça veut dire que mon triangle est vraiment isocèle et que ma lumière est bien calculée. Après, on a vu que si on augmente la vitesse, on va diminuer l'apport de lumière. Donc nous allons le faire tout de suite. Hop. Donc là je suis à 1/13e de seconde. Je diminue la vitesse
Non, là j'augmente, donc je diminue la vitesse, j'ai dit. Et là on voit bien sur l'écran, alors vous le voyez à peine, je vais essayer de me rapprocher un peu, voilà. Mais on voit bien sur l'écran que plus j'incrémente, plus ma lumière diminue. Et d'ailleurs on voit bien sur l'échelle d'exposition que je suis à plus de -2 ISO parce que j'ai le -2 qui clignote. Donc là j'ai vraiment pas beaucoup de lumière. Là j'augmente ma vitesse. J'arrive à des vitesses de la seconde. Et là on voit bien cette fois par contre que ma photo se blanchit. Donc les lumières se saturent. Et là on dit qu'on est vraiment surexposé. Donc, je reviens à ma vitesse de base. J'étais à 1/13e de seconde tout à l'heure. Voilà. 1/15e. Vous voyez, en peu de temps, là je suis passé de 1/13e de seconde à 1/15e pour avoir une exposition dite correcte. C'est normal, hein, le jour se lève, donc la lumière augmente ambiante. Et là maintenant, si je fais l'ouverture, je vais diminuer mon ouverture, donc augmenter ma profondeur de champ. D'accord. Et là c'est pareil, on voit bien que l'apport de lumière diminue. Vous voyez, je suis à plus de -2 IL, à plus de -2 IL, oui c'est ça. Et donc ma photo, elle, s'assombrit. Là on dit que je suis sous-exposé. Maintenant, j'ouvre un peu plus grand. Vous voyez, et là je viens à l'ouverture maximale de mon objectif, c'est-à-dire 2,8. Et là on voit bien que ma photo a tendance à être surexposée. D'ailleurs, l'histogramme nous le montre bien, hein, je suis à droite. Et si je ferme F22, qui est l'ouverture la plus petite, on voit bien que je suis à gauche et je suis sous-exposé. Maintenant, si l'on regarde les ISO, je vais revenir à l'ouverture de 8. Voilà. Tac. Et si on regarde mes ISO, tac, je suis à ISO 100. Là, c'est pareil. On voit bien que l'apport de lumière augmente. Si j'augmente les ISO et si je diminue les ISO, l'apport de lumière diminue. Alors je vous rappelle que les ISO c'est piégeux parce que phénomène que vous ne voyez pas forcément, mais plus on va augmenter les ISO, plus on va augmenter le bruit dans l'image et plus la photo sera moins belle, voire limite si on monte trop dans les ISO elle sera inexploitable. Je vous invite à retourner voir la vidéo sur le triangle d'exposition ou alors sur les 3 épisodes que j'ai fait sur cette vidéo et sur la vidéo de la plage dynamique parce que là l'utilisation de la plage dynamique on est en plein dedans, hein. Le soleil va se lever quasiment face à nous, donc on va voir la capacité que l'appareil photo a de pouvoir retranscrire les basses lumières avec les hautes lumières sur une même image. Alors autre lieu pour bien symboliser et marquer l'esprit par rapport au triangle d'exposition. Donc là je vous ai emmené au bord du barrage de Decize. On voit que l'eau est bien en mouvement ce matin. Donc on va aller faire des petites images à différentes vitesses pour bien vous rendre compte de l'impact de la vitesse sur le triangle d'exposition. Alors, tac, voilà. Alors je suis comme tout à l'heure à 1/20 de seconde, F8, sans ISO. Et là je vois que mon indicateur d'exposition m'indique -2 IL et il clignote. Donc ça veut dire que je suis vraiment sous-exposé. Si je prends une image telle quelle, tac. Là, voilà. Alors, vous voyez. Et là on voit qu'à 1/20 de seconde, ben, l'eau est quasiment figée, hein. Donc maintenant, je vais venir me placer à... Je vais venir me placer à 1 centième de seconde. Voilà. Donc je suis toujours sous-exposé à plus de -2 IL. Donc là vous voyez vraiment sur la photo, si j'évite les ombres, les reflets, vous voyez vraiment sur la photo que c'est sous-exposé. Donc je vais essayer de gagner de l'exposition
enfin de la lumière plus exactement. Alors, j'ouvre en plus mon diaphragme. Voilà, je le mets à F4. Je vais rester à F4. Je suis à 1 centième de seconde, on a dit. Tac, je fige mon image. Et là, vous voyez, je reviens sur mon image. Et là, vous voyez que l'eau est vraiment figée. Alors évidemment, si j'augmentais à 1/500e, 1/1000e de seconde, ça sera encore plus flagrant. Mais là, ce que je vais vous montrer, c'est maintenant si je descends au niveau de la seconde, mon temps d'exposition. Par contre, je vais fermer à F8, F11 même, pour gagner de la profondeur de champ, encore une fois. Je vous rappelle que l'ouverture influence la profondeur de champ. Donc là, je suis à 1/4, je vais tomber à... Et le soleil vient de se lever. Voilà, pardon. Je vais y arriver ce matin, décidément. Donc là, vous voyez, j'ai mon indicateur d'IL qui m'indique plus 1 IL. Je fais une image à 1,3 secondes. Et là, sur le résultat d'image, on voit un peu mieux ce qu'on appelle les filets d'eau. Ou autrement dit, l'eau en effet rideau. Alors, petite précision quand on part en sortie photo. L'idéal, c'est de la préparer la veille, bien évidemment. On s'enquiert de la météo qui va faire le lendemain. On regarde potentiellement l'heure du lever du soleil ou du coucher du soleil si on est plus ou moins matinal. On s'assure de la météo encore une fois de manière à ce qu'on ne se prenne pas une giboulée sur le coin du nez, parce que nous bon, on n'y aime pas, mais alors le matériel il n'y aime pas du tout lui. Même si certaines marques disent que leurs appareils photo et leurs objectifs sont tempérés, tempéré ne veut pas dire waterproof. Donc on prépare sa sortie la veille, on s'assure que les batteries sont chargées, que les cartes mémoire sont formatées, qu'on n'a rien oublié au niveau des objectifs, qu'on a tout ce qu'il nous faut. Pour ceux qui sont adeptes de la photo avec filtre, on a le système de filtration, nos filtres. Et une tenue plus ou moins chaude selon la saison à laquelle on part faire son petit shooting matinal. En attendant que le soleil pointe le bout de son nez, il nous apporte quelques couleurs, parce que là encore une fois c'est très fade ce matin. Il y a une belle ambiance de brume, mais c'est pas non plus le top. Je vous invite à venir avec moi, on va faire un petit tour sur le setup de l'appareil photo. Alors, pour faire la photo de paysage, donc on s'assure qu'on soit bien en mesure. Alors moi chez Sony c'est mesure, quand on peut le voir, multi. Chez Canon ce serait la mesure évaluative je crois. Chez Nikon je ne sais pas du tout, je ne suis pas nikoniste, donc j'aurais bien du mal à vous dire de quoi il en retourne. Ensuite, je m'assure que je suis bien en déclenchement en vue par vue. Et non pas en rafale, ce qui serait dommage. Et après, chose très importante, et je vous prépare un petit tuto à ce niveau-là, c'est la balance des blancs, ou autrement dit, la température de couleur. Alors là, ce matin, vous voyez, j'ai tendance à me régler à 5300 Kelvin. Mais ce matin, vu la température de couleur environnante, je vais plus me mettre autour de 4700 Kelvin. Voilà. Donc, en ce qui concerne la température de couleur ou la balance des blancs, encore une fois, je suis en train de vous préparer une petite vidéo explicative et on y reviendra plus en détail. Mais la balance des blancs, c'est comme la mesure de lumière sur le capteur. C'est important, il faut y penser. Il ne faut surtout pas passer à côté parce que sinon, on peut rattraper ça au post-traitement. Mais pour ceux qui travaillent en JPEG, la photo prise, elle est prise, c'est mort. Ah, il y a quelques couleurs qui arrivent là-haut. Je ne sais pas si vous les voyez. On va attendre encore quelques instants.
Alors, je reviens quant à l'utilisation de la plage dynamique en photo. Dans la vidéo sur justement la plage dynamique et les capacités à gérer la plage dynamique de votre appareil photo, je vous invite à faire le test de la plage dynamique qu'a votre appareil photo, parce que c'est pas parce que les constructeurs donnent une plage dynamique que tous les appareils photo sont identiques. Les composants électroniques sont ce qu'ils sont et il peut y avoir de légères différences. Bon, ce ne sera pas énorme, hein, mais il peut y avoir de légères différences quant à l'utilisation de la plage dynamique par le capteur et le microprocesseur de l'appareil photo. Ici un exemple qui vous permettra de bien comprendre l'utilité de la plage dynamique. Vous pouvez voir en haut à gauche, j'ai des hautes lumières qui sont potentiellement sympathiques. On verra ce que ça va donner au post-traitement. J'ai quelques raies de lumière qui apparaissent. Donc concrètement, par rapport à l'appareil photo, ce que je fais, voilà, je viens là, tac, j'ai toujours l'affichage de mes exifs. Là, comme on peut voir ici, j'ai l'apparition d'un petit zébra qui m'indique que potentiellement je suis en limite de tolérance de l'appareil photo quant à la restitution des hautes lumières. Donc ce que je fais pour l'exposition de ma photo, malgré que je me sois mis en mesure multizone, je vais exposer pour les hautes lumières. Donc c'est-à-dire que je vais sous-exposer ma photo de manière à préserver les hautes lumières. C'est ce que je fais. Donc vous voyez, le petit zébra, il a quasiment disparu. Je suis à moins 1,3 IL. Mais je sais qu'avec mon appareil photo, la 7R3 en question, je peux descendre jusqu'à moins 2 sans problème. Bon, moins 2 étant la limite basse maximale à ne pas dépasser non plus. Faut pas non plus exagérer. Même si un appareil photo n'est pas un œil humain, ça, il a ses limites lui aussi. Donc là je suis à moins 1,7 IL, donc je vais augmenter un petit peu parce que là, voilà, moins 1,3, c'est un petit peu de trop. Ouais, bah, je vais rejeter un moins 1,7 et puis on verra au post-traitement ce que ça donnera. Donc je shoot, tac, et oui, et voilà. Donc là si je réaffiche ma photo, voilà, donc là on voit que je suis un petit peu sous-exposé, hein, c'est normal, hein, je suis à moins 0,7 IL. Donc c'est pas négligeable non plus. Et en post-traitement, on va pouvoir aller chercher ces fameuses hautes lumières qui me paraissaient sympathiques, voir un petit peu de quoi il en retourne. Voilà, donc ça c'est l'utilité importante de la plage dynamique. On sait, parce qu'on a testé notre capteur et notre appareil photo, on sait jusqu'où on peut aller, en haute et en basse lumière, c'est-à-dire en surexposition ou en sous-exposition. Et là en post-traitement, je sais qu'à moins 1,7 IL, normalement je ne devrais pas trop avoir de soucis à restituer les hautes lumières et notamment les ombres. Parlons un peu de la mise au point. C'est quand même la mise au point, c'est quelque chose d'important. Ma méthode, c'est simple. Je fais une mise au point sur un sujet quelconque à une certaine distance, notamment la petite touffe d'arbre que vous voyez ici. Je fais ma mise au point ici. Donc comme on peut le voir sur mon appareil photo, ce qui n'est pas évident avec les reflets, mais bon, on va essayer. Je fais mon déclenchement du course, vous voyez le petit carré vert, ma mise au point est faite. Maintenant, pour être sûr que ma mise au point ne bouge pas, je viens sur le côté de mon appareil photo, je bascule autofocus off, et là maintenant ma mise au point est faite. Quelle que soit mes mises au point, quelle que soit mon ouverture, ma mise au point sera là-bas. Et l'avantage, c'est que là je suis à F11. Si je me mets à F16 par exemple, non, pas là. Voilà, F16. Ben, non seulement ma mise au point n'a pas bougé, elle est toujours là-bas. Le petit carré vert ne s'est pas allumé parce que je suis en autofocus désactivé, donc en manuel. L'avantage, c'est qu'à F16, je sais que j'ai ma profondeur de champ qui a augmenté. Donc au pire, je me suis rapproché, ma zone d'indemnité s'est rapprochée et elle s'est éloignée. Si je me mets à F8, par contre, il faudra que je fasse attention parce que ma zone de netteté, donc ma profondeur de champ, s'est raccourcie. Je vous rappelle la petite vidéo sur le triangle d'exposition. J'ai expliqué l'influence de l'ouverture par rapport à la profondeur des champs. Je vous invite à aller la revoir encore une fois. Alors, notre petite balade est presque terminée. Nous sommes revenus, comme vous allez pouvoir l'entendre, quasiment au niveau de la civilisation.
Donc ce matin nous avons fait presque 2 heures de balade. Nous sommes partis de la maison, il était 7h30, il est presque maintenant 9h30. Le temps d'y rentrer, ce sera bien presque 3 heures. Tout ça à pied, bien évidemment. Le plus important est de se promener, de prendre de belles images tout en respirant le bon air pur de la nature au lever du jour. Là c'est plutôt les gaz d'échappement, comme vous pouvez l'entendre. Bon, on va se dépêcher. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, le plus important c'est de bouger en photo. Changer, trouver de nouveaux spots, de nouveaux angles et modifier en permanence sa façon de prendre des photos. Donc là, on est toujours pareil, vous voyez, maintenant je suis plus en paysage, je suis en mode portrait. Je suis à 1/13 de seconde, F11, toujours, pour une plus grande profondeur de champ. Là, je suis à plus 1/3 d'exposition, donc je vais diminuer un petit peu parce que, comme vous pouvez le voir, les zébras sont un petit peu trop importants à mon goût. Donc voilà, je vais me mettre à 1/25e de seconde, donc je suis en moins 0,3 IL. Donc là c'est un peu plus de ce que j'apprécie comme exposition. Alors pour ceux qui se poseraient la question, ce que vous voyez en zone rouge sur l'écran, c'est justement ma zone de netteté. C'est l'appareil photo qui m'indique exactement comment je suis net par rapport à ma profondeur de champ. Lié, je vous rappelle, à l'ouverture. C'est pénible ces voitures ce matin décidément. Donc là vous voyez que ma profondeur de champ est optimale. Comme je le disais, il faut toujours changer d'angle, changer de point de vue en photo. Là j'ai changé de point de vue parce que c'était les voitures qui me saoulaient un petit peu. On s'entendait plus penser. Je me suis mis un tout petit peu plus bas, on est plus au calme et on va revenir un petit peu sur ce que je vous ai énoncé. Donc là maintenant vous voyez je suis en portrait. J'ai changé mon cadrage, je suis plus en paysage. Voilà, j'adapte un petit peu ma composition, voilà, pour incorporer un petit peu plus de choses et de faire en sorte que ma composition soit à peu près homogène. Voilà. Voilà. Alors comme vous pouvez le voir sur mon écran, j'ai des quadrillages qui s'affichent. C'est une aide à la composition, ça rappelle la règle des tiers. Et les diagonales rappellent le point central, mais aussi ce qu'on appelle les lignes de fuite ou les fuyantes.